C'est comme je vous ai toujours dit, à chaque fois que je m'inspire, à chaque fois que j'ai une idée à émettre, je viens ici, j'y réfléchis. Je suis en train d'écrire un ouvrage me concernant directement. Et finalement, après, je vais écrire certains articles peut-être scientifiques en rapport avec les idées que j'ai toujours développées. Ici, comme vous le savez, je suis à la place de la République. Un symbole pour moi parce que je vous ai dit que tout commence ici, tout est cristallisé ici en ce qui concerne les valeurs que je défends. Ben voilà, donc c'est votre frère, Maître Douli Montougoulou. Je viens y réfléchir par rapport à une réalité. La réalité c'est que nous avons signé les accords, vous avez signé les accords, notre président va encore signer pour confirmer. Mais nous sommes réfléchis, nous signons les accords avec qui? Nous signons les accords avec celui-là qui devrait être considéré comme agresseur, celui-là qui devrait être considéré comme problème. Parce que nous avons des résolutions, nous avons les rapports de l'Organisation des Nations Unies qui attestent actuellement que le Rwanda, Paul Kagame, est instigateur de tout ce qui se passe en République du Congo. Il prétextait, n'est-ce pas, vouloir protéger son État. Mais comme j'ai toujours dit que si c'est l'Est de la République du Congo qui est en train de connaître des atrocités, l'Ouest écoulé en République du Congo du Rwanda n'a jamais connu 10 personnes qui sont décédées à cause de cette guerre. Mais aujourd'hui, s'il faut compter les morts, vous voulez atteindre 10 millions, 6 millions de Congolais tués. Lâchement, alors lâchement tués. Je voudrais quand même faire comprendre à Félix Tshisekedi que l'histoire de l'Afrique s'école. L'histoire de l'Afrique est identique à tous les pays africains. Parce que nous avons été tous colonisés. Et aussi nous avons été tous décolonisés presque vers la même période, sauf peut-être Angola et puis Mozambique. Oui, Zimbabwe, qui du moins est certains pays entre autres, qui ont connu la décolonisation plus tard. Mais du moins nous autres, que ce soit les colonies françaises et aussi nous, la colonie belge, rattachée avec nos trois voisins, Ouganda, Burundi, qui étaient sous protectorat belge, nous avons été tous décolonisés, nous avons eu l'indépendance presque à la même période. Mais parlons un peu de ce contexte. Et je voudrais parler de ce contexte par rapport à la France. En 1958, Général de Gaulle rentre au pouvoir. Il va créer la 5e République. Mais pour créer la 5e République, il avait besoin d'aller, n'est-ce pas, défendre les référendums dans toutes les colonies françaises en Afrique. Il va arriver voir les grands maîtres Sékou Touré, leader africain, nationaliste, indépendantiste, qui va dire clairement: nous aimerions vivre dans la pauvreté, mais libre, que de vivre dans la richesse en esclavagisme. Et finalement, ce grand homme, ce grand monsieur, que j'ai toujours d'admiration, j'ai toujours une certaine référence, paix à son âme, le général de Gaulle va répondre tic au tac pour dire: eh bien, moi je me rappelle, parce que je suis ici en France, quand je vois les vieillards, les vieux réagissent pour donner leur position, soit pour dire comment est-ce qu'ils ne sont pas d'accord, quand je vois les vieux parler, ou soit d'une manière générale les Français bouder une situation, ou soit donner leur point de vue librement, j'aime la façon dont ils expriment. Il dit: eh bien, ceux qui veulent l'indépendance, ils l'auront. Donc c'était une façon de dire que nous ne sommes pas venus vous forcer. Et celui qui veut bien l'indépendance, eh bien écoutez, la France ne s'y opposera pas. C'est ainsi, vous allez remarquer que le pays de Sékou Touré va dire non au référendum. Et aussi, ils ont supporté, parce qu'il y avait des conséquences plus tard. Dans toute rupture, dans tout divorce, il y a toujours des conséquences. C'est tout à fait normal. Mais il faut se préparer. Et la personne qui opte pour la rupture doit savoir réellement ce qu'il faut. Parce que je me rappelle encore de ce grand homme, Moutaka Savou, le premier président de la République du Congo, qui va dire: il est inutile et imprudent
de changer une situation dès lors que vous n'avez pas une solution palliative. Il ne faut pas innover quand vous n'avez pas une solution. Mais moi je pense qu'actuellement nous sommes en train de vouloir innover sans une alternance, sans savoir ce que nous allons faire avec cette paix que nous avons. Je ne vais pas ici commencer à adorer la France, parce que la France aussi est assez bavure. Mais ce qui est bien ici, qui est différent des États-Unis bien entendu, quand il y a une violation de leurs valeurs, quand il y a violation des textes, vous allez comprendre qu'il y a des associations qui s'élèvent et qui disent carrément qu'ils ne sont pas d'accord. Et aussi des associations de victimes soutenues par des vrais Français qui s'élèvent. Je vois cet amour, je vois cette solidarité. Et je me dis c'est tout à fait normal, c'est lié à leur devise. Égalité, liberté et solidarité. Je comprends. C'est inné, pour eux c'est inné. Je ne dis pas tous sont mauvais et je n'ai pas non plus dit tous sont bons. Non, je n'ai pas dit ça. Mais vous sentez, tout est structuré pour défendre les intérêts du général, pour défendre les valeurs telles que prônées, telles que leur devise soutient, c'est liberté, égalité et solidarité. C'est-à-dire, vous sentez qu'il y a quand même des repères. Nous avons des repères. Par contre, vous allez remarquer aux États-Unis, il y a un monsieur qui se pointe, Trump, il va commencer à remettre tout en cause, il va commencer à crier, il va commencer à prendre ces humeurs, ces sauts d'humeur comme étant des textes de la loi, il va commencer à refouler même les Américains, il va se rendre compte après qu'il a refoulé un Américain, on lui demande de rapatrier cet Américain qu'il a refoulé par erreur, par l'orgueil ou bien de s'humilier, non, il va commencer à dire n'importe quoi, jusqu'à aller travailler les présidents de ces pays pour dire à ces pays, en fait, au pays qui avait réussi par erreur l'expulser, non, il faut refuser. C'était Trump qui avait dit ça. Donc heureusement, on nous apprend aujourd'hui que le Messie est rentré aux États-Unis. Mais en France, il y a quand même cette solidarité que nous sentons. Je ne suis pas ici venu pour défendre tout le monde. Non, moi je ne défends pas des délinquants parce que je défends que des causes justes. Je ne peux pas comprendre que le pays d'accueil te donne l'hospitalité et toi tu commences à en abuser. Non, moi je ne suis pas d'accord. C'est ainsi, moi je suis parmi ceux-là qui pensent, tu délinques en France, on vérifie ta situation. Si au-delà de tout tu es irrégulier, en tout cas on te demande seulement de rentrer parce qu'il y a quand même des valeurs qu'il faut respecter. Je ne dis pas qu'il faut chasser tout le monde, non, qui délinque, non. Il y a quand même des sanctions prévues pour sanctionner. Mais quand on sent que tu es récidiviste, eh bien, écoutez, on va régler ton cas. Et je suis sans pardon contre ceux-là qui sont ici, en Europe, qui continuent à soutenir les régimes de leur pays d'origine et tout en créant des problèmes contre ceux qui ont réellement la raison, soit les motifs de fuir ces régimes. Moi, si je t'arrête, je te prends premier avion, sans procédure, je t'expulse. Parce qu'il faut rentrer, soutenir ton régime dans ton pays. Et non venir soutenir ton régime dans un autre pays pour créer des problèmes à ceux-là qui ont des raisons de fuir ces régimes. Mais on ne peut pas comprendre. C'est ainsi que j'ai été toujours très colérique contre ceux qui fuient en Afrique pour venir ici dans le but de trouver des résidences pour commencer à déranger les gens qui ont des motifs valables pour fuir les régimes. Ça, je ne suis pas d'accord. C'est ainsi que vous allez remarquer, même quand on négociait pour expulser l'Algérien qui a voulu tenter la vie à certains Algériens qui ont fui leur régime, j'ai dit non, ce monsieur-là doit rentrer parce qu'il doit aller servir son régime chez lui. C'est mieux, au lieu de venir créer des problèmes ailleurs. Donc ici, chacun a son problème. Si un a fui parce qu'il a des problèmes avec le régime que toi tu aimes tant, eh bien, foutez ce monsieur-là la paix ici. Si toi tu trouves que tu veux vouloir l'embêter, eh bien, écoutez, il faut l'attendre chez vous là-bas. Et puis, il ne faudrait pas chercher à le déranger ailleurs. Voilà pourquoi est-ce que je dis que nous devons toujours avoir des repères. Donc, ça dit, je disais par rapport à ça, pour vous dire tout simplement que nous devons savoir ce que nous voulons. Parce que je me dis, moi-même, je me rends compte que nous sommes dans une période en République du Congo, la RDC étant considérée comme la gâchette, comme Franck Fagnon l'avait dit. Et je me rends compte que la RDC devient une bombe qui risque de s'exploser entre les mains des Africains et faire disparaître cet espoir né justement au lendemain de nos indépendances. Nos pères ont exigé l'indépendance. J'ai donné l'exemple de Sékou Touré pour dire que Sékou Touré a bien voulu dire non à la France
Et la France a poliment accepté et vous allez vous rendre compte que le grand maître, le géant, c'est-à-dire il est géant en taille et il est géant par son esprit, il va dire que oui, nous allons remettre à celui qui veut l'indépendance. Et finalement, la France avait remis l'indépendance ou avait accepté l'indépendance de certains pays qui ont bien voulu dire oui au référendum. Donc voilà peut-être ce que nous pensons, ce que moi je pense, qu'aujourd'hui, au lieu d'aller chercher les États-Unis pour venir nous presque recoloniser, il était mieux de parler, de négocier. Même ce qui se passe au niveau des pays Sahel. Écoutez, moi, j'ai toujours dit que je ne suis pas pour le coup d'État. Mais à quelque chose, le malheur est bon. C'est arrivé ainsi, on n'a pas le choix. Et je me rends compte que c'est là que nous craignons comme militaires au pouvoir. C'est comme au niveau du Burkina Faso. C'est comme s'il fait mieux que les civils. Hein. Ça, il faut qu'on se le dise. Maintenant, il est important maintenant de chercher à savoir comment est-ce que nous allons faire pour trouver quand même des solutions face par rapport à autres valeurs démocratiques, pour voir dans la mesure du possible comment est-ce que nous pouvons commencer à dire, à penser ensemble, laisser les gens penser, s'exprimer. Moi, je pense que c'est ce que nous voulons, c'est cette Afrique que nous voulons. Mais au-delà de tout, nous devons commencer maintenant à parler homme à homme. C'est-à-dire, s'il faudrait maintenant refaire, c'est mieux. C'est comme j'ai suivi l'Union européenne, avait déclaré, il faudrait tourner la page avec le Niger, c'est-à-dire tourner le passé. Laisser le passé derrière nous et puis voir dans la mesure du possible comment on peut reparler. Moi, je pense que c'est ça. Et c'est ce que l'Union européenne avait préconisé. Il y a un rapprochement, bien qu'on a expulsé les représentants de l'Union européenne au niveau du Niger. On dit qu'il y a toujours une mission permanente là-bas, il y a toujours des contacts. Moi, je pense que nous devons maintenant parler. Parler de homme à homme, c'est comme nous avons ce concept qui dit win-win. Parlons à l'égalité pour voir dans la mesure du possible comment est-ce que nous pouvons évoluer ensemble. Parce que nous disons que nous avons besoin des autres et les autres aussi doivent avoir besoin de nous, mais par respect et par considération. Voilà ce que nous disons. Félicitations à l'Union européenne qui va faire en sorte de surmonter tout ce que nous pouvons peut-être appeler comme ridicule, comme humiliation, pour dire qu'elle est prête de voir dans la mesure du possible comment, après tout ce qui s'est passé entre elle et le Niger, de voir dans la mesure du possible comment il faut tourner la page et aussi progresser. Vous savez, il y a des choses qu'on peut se dire. En République du Congo, j'ai toujours dit que pour trouver une solution, surtout si vous dirigez, il faut toujours tenir compte de l'histoire. Ça, c'est important. Aussi, tenir compte de la politique internationale et aussi des intérêts des autres. La guerre en République du Congo va commencer quand les Américains voulaient renverser la présence européenne en Afrique. Et vous allez remarquer, ils ont utilisé beaucoup de gens, entre autres, Paul Kagame a été utilisé parce que Paul Kagame était comme un enfant chéri des anglophones, bien que Paul Kagame était dans un pays, espace francophone. Et quand Paul Kagame va avoir le pouvoir, il va, première fois, renverser la tendance pour prendre l'anglais comme étant la langue officielle. Puis vous savez ce qui s'en est suivi. Et fort malheureusement, l'Europe, enfin, l'Union européenne, parlons pas de la France, voulait toujours maintenir, c'est un peu de pousser Kagame à rester dans les sillages, c'est un peu de trouver des solutions à tous ces problèmes qu'ils ont connus ensemble. En tout cas, la France a tout fait jusqu'à telle scène que la France était même prête de négliger ou soit d'abandonner les plus grands pays francophones au monde, dans la ville du Congo, pour suivre les caprices de Paul Kagame jusqu'à ce que Paul Kagame étant actuellement dans un pays qu'il a remplacé la langue française par l'anglais, devenir le secrétaire général de la francophonie. Nous avons été tous déçus, mais finalement après j'ai commencé à comprendre qu'est-ce qui était les motivations de la France. C'était une façon de voir dans la mesure du possible comment tourner la page pour parler autre chose et pour ne pas permettre à ce que les Américains s'inquistent et puis finalement après que les Américains prennent le contrôle. Voilà ce qui s'est passé en 1994, que les gens comprennent que tout ce qui s'est passé là-bas, c'était une façon de déboulonner la présence française parce que la France soutenait plus le régime d'Abiyarimana. Et quand l'Abiyarimana a été abattu par cette force venant de l'Ouganda, l'Ouganda c'est vraiment l'allié
des anglophones. Quand on parle des anglophones, vous allez remarquer que même l'Angleterre essaie de se diriger de la France pour quitter l'Union européenne. Tout ça, c'était dans les plans des Américains pour essayer de voir dans la mesure du possible comment récupérer l'espace Afrique. Voilà ce qui s'est passé, et puis voilà, et puis finalement, tout. La France était là. Aujourd'hui, les gens disent que la France n'a pas empêché les génocides. Nous disons oui, parce qu'en ce moment-là, la France n'était pas allée là-bas par rapport à ça. Et aussi, il y avait une émission onisienne sur place pendant que la France y était. Et c'était bien après que la France va avoir la mission, n'est-ce pas, d'intervenir pour stopper les génocides. Et fort malheureusement, les génocides avaient déjà pris corps parce que les pouvoirs Hutus qui étaient en place avaient déjà fait les massacres. Et puis finalement, après, quand les victimes ont pris le pouvoir et il y a eu maintenant renversement de la situation, c'est maintenant les victimes qui étaient devenues bourreaux. Voilà où nous sommes. Et c'est ainsi, tous ces gens-là qui ont pris la tangente vers la République du Congo, considérés comme les forces négatives, les intérêts, ils vont, n'est-ce pas, bénéficier d'une certaine protection parce que c'était la première fois au monde que nous voyons des réfugiés armés reconnus comme tels. C'est la première fois, même jusqu'aujourd'hui, on n'a jamais vu des réfugiés armés reconnus comme tels. C'était les Hutus qui sont venus. Or, c'est à ce moment-là qu'on devrait voir dans la mesure du possible le combat des armées. Si aujourd'hui on doit responsabiliser la France, tant mieux, mais on ne doit pas se tromper de ne pas comprendre qu'il y avait une mission là-bas. Or, la France ne pouvait pas agir sans la mission onisienne qui était déjà là-bas. Donc, à ce niveau-là, nous avons dépassé, et puis finalement, il y a eu des procès. Mais ce qui est intéressant dans ça, c'est vers 2021. En tout cas, là, je suis là en train de vérifier l'histoire. Je suis en train de faire mes recherches. Je me renseigne. On me dit qu'en 2021, il y avait un rapport du CLEC, un rapport du CLEC qui va définir la responsabilité de la France, pour dire que oui, la France est responsable de ce qui s'est passé. Mais quand on dit la France, on dit très bien que la France était responsable pour avoir négligé, pour ne pas avoir tenu compte de ces dangers, de ces génocides qui s'est perpétrés déjà, et que la France était peut-être ailleurs, en train de regarder ailleurs, et finalement, et puis voilà. Ouais. Et on dit on ne va pas reconnaître la responsabilité directe de l'État français, mais on dit que la France aurait dû faire quelque chose en ce moment-là pour arrêter les génocides. Maintenant, la France contre-attaque pour dire que, ok, ouvrons ces dossiers, pour voir dans la mesure du possible comment partager bien des responsabilités. Parce qu'on pouvait bien comprendre d'où venaient les problèmes. Mais maintenant, le problème, c'est les mobiles. Qu'est-ce qui a déclenché les génocides? Qu'est-ce qui a déclenché? Parce que s'il faudrait parler des génocides de Tutsi, on devrait aussi parler de cette représailles des Tutsi contre une certaine population. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement des Hutus qui ont perdu. Aujourd'hui, c'est aussi les Congolais qui continuent à perdre. Après 1994, maintenant, il faut poser la question, savoir qui en est responsable depuis 1994 jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'est la vraie justice. Là, vous allez comprendre qu'il y a ce que nous appelons des considérations d'ordre politique qui vont venir empêcher. Ça empêche. Aujourd'hui, ceux qui étaient hier victimes sont devenus des bourreaux. Et ceux qui étaient bourreaux hier, aujourd'hui, n'ont plus droit au chapitre. Ils sont considérés comme des forces négatives. Et vous les avez hébergés chez nous, en République du Congo, bien qu'il y a un certain Kengwadondo, Premier ministre, qui avait refusé, qui avait souhaité qu'on puisse désarmer ces Hutus pour qu'ils soient vraiment considérés comme des réfugiés, qu'ils soient mis sous surveillance des HCR, et fort malheureusement. Voilà. Maintenant, c'est ainsi, nous voulons savoir l'histoire, c'était qui avait donné l'ordre qu'ils ne soient pas désarmés. Pourquoi, c'est ce que les gens refusent. Alors, à un certain moment, il y avait des conflits entre France et Rwanda. C'était ouvert parce que pour la France, reconnaître sa responsabilité, il faudrait aussi ouvrir cette boîte de Pandore, savoir exactement qui devrait aussi répondre. Parce qu'elle s'est dit que moi, je ne pouvais pas intervenir dans l'opération turquoise. Moi, l'opération turquoise, j'avais une mission bien limitée. Voilà, la mission était vraiment limitée. Et cette mission turquoise est redevenue comme telle. C'est suite à tout ce qui s'est déjà passé, parce qu'il y avait déjà génocide quand la France avait reçu une mission de l'ONU pour cette opération turquoise. Maintenant, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait seulement constater ce qui a été fait, et ce qui a été fait, constater, et puis finalement après, voir dans la mesure possible comment empêcher. Donc voilà peut-être à ce niveau-là. Mais si aujourd'hui on y refuse, c'est parce qu'il y avait aussi un élément déclencheur. On dit que l'élément déclencheur, c'est l'assassinat d'Abiyarimana. Et là, on pose la question, qui a tué Abiyarimana?
Faudrait-il croire que la personne qui a tué Abiyarimana serait un Hutu qui a fui en ville du Congo? Non. L'assassinat d'Abiyarimana a profité à un cas. Maintenant, il faut savoir qui avait tué Abiyarimana. C'est à ce niveau-là que la justice est en train de... Mais j'ai aimé qu'on puisse ouvrir ce dossier en 2021 par la France. La France a ouvert. C'est ce que moi je viens de vous dire. Ce qui est important ici en France ou soit en Europe, il y a des associations, il y a des associations, il y a des gens qui, s'il n'est pas d'accord, eh bien, écoutez, il fait savoir. S'il trouve que l'État n'a pas raison, eh bien, écoutez, il acquise. C'est comme en 2021 toujours, il y a un groupe de gens, groupe étrangers, qui ont subi des contrôles, qui ont suivi des fuites, contrôle d'identité, qui se sont sentis lésés. Ils ont porté plainte contre l'État français. Et aujourd'hui, j'apprends que le tribunal avait condamné l'État français à payer 3 000 euros à chaque victime. Donc vous sentez qu'ici, si l'État déconne, eh bien, écoutez, l'État répond. Ce qui est regrettable chez nous, l'État peut se comporter comme un voyou. On va vous dire que c'est la force. C'est comme ça la force. Voilà. Donc, je reviens pour vous dire que pour nous, nous estimons que Félix Tshisekedi est allé encore recoloniser l'Afrique d'une façon parce que c'était bien d'aller négocier l'accord. C'était bien. C'est bien. Vous savez, quand on dit, chez nous, on dit, vous vous disputez une culotte avec un singe. Il faut lui donner, il faut les lui, n'est-ce pas, remettre. Vous discutez une culotte avec un singe, prends cette culotte et tu vas simplement remettre la culotte à ce singe. Et finalement, vous savez ce qu'on dit à la fin? Et nous saurons là où il va placer sa clé. Nous sommes en train de penser ça. Nous avons déjà signé l'accord. Vous avez signé l'accord. Est-ce qu'il faudrait-il encore dire que c'est un mauvais accord? Non. On donne conseil à celui-là qui va aller se baigner, qui veut aller se baigner dans une rivière où il y a des crocodiles. Donc on ne peut pas donner conseil à cette personne qui revient. Il a fini à se baigner dans cette rivière. Et puis finalement, vous le trouvez en train de venir. Vous allez dire qu'il ne faut pas aller vous baigner là-bas, il y a des crocodiles. C'est trop tard. Donc c'est-à-dire à la personne qui veut aller se baigner, on peut donner conseil. Mais Félix Tshisekedi revient déjà, il a signé. Vous savez ce qui est regrettable dans tout ça, c'est que Tshisekedi se croyait être un artisan de la démocratie, comme son père. Il croyait être l'homme du droit de l'homme. Voilà, c'est ce qu'il croyait. Mais on s'est rendu compte après qu'il ne connaît ni du droit de l'homme, ni de la démocratie. Certains principes, certains interdits, certaines obligations, il ne connaît pas. Parce qu'en droit de l'homme, enfin droit, dans un état de droit, il y a des textes, il y a la procédure. Quand il faudrait lire chapitre 5 de notre Constitution, en ce qui concerne les accords et les traités et les accords internationaux, vous allez comprendre qu'il y a toute une procédure qu'il faudrait respecter. Mais Félix Tshisekedi n'a pas respecté cette procédure. Il n'a pas respecté la procédure. Il est allé outre. Maintenant, moi je me dis moi-même, en ce qui concerne des conventions, il y a aussi des principes, il y a aussi des valeurs. Est-ce que ces deux messieurs, Paul Kagame et Félix, seront-ils prêts d'appliquer ces accords de bonne foi? Je me pose la question. Est-ce que dans ces accords, nous avons prévu la rémunération du facilitateur? Non, je ne pense pas. Mais le facilitateur, c'est quelqu'un qui est tellement trop, moi j'ai toujours appelé bouche trouée. Il va dire que les États-Unis profiteront et va tirer profit sur l'exploitation et le partage de nos minéraux. Là, moi, je me pose la question. Vous ne sentez pas que ce que les États-Unis ont créé en 1994 pour reprendre le contrôle de nos minéraux, c'est ce qu'ils viennent d'obtenir aujourd'hui, très, très facilement, en nous bernant carrément? Vous ne sentez pas? Moi, c'est ce que je sens.
est-ce que Lumumba, Sékou Touré, Julius Nyerere, tous ces gens-là qui ont vraiment lutté pour l'indépendance de l'Afrique, peuvent-ils se réveiller aujourd'hui, voir ce que Tshisekedi vient de faire et lui dire que tu as bien fait? Vous croyez que la paix, pour obtenir la paix, la seule voie, c'est d'aller se mettre à genoux à ceux-là qui ont créé les problèmes? Je ne pense pas. Est-ce que c'est lui-là qui vous a créé des problèmes, rempli d'intérêt de mauvaise foi, peut-il avoir la compassion si aujourd'hui il te voit à genoux? Je ne pense pas. Moi, je pense que Félix Tshisekedi devrait tout simplement suivre le titre 5 de notre constitution. Et je comprends maintenant pourquoi Tshisekedi voulait, dans un premier temps, qu'on change la constitution. Parce que Tshisekedi devrait se dire que cette constitution n'allait pas permettre et ne doit pas permettre à ceux qui se comportent comme il vient de le faire. Tshisekedi, vous avez été élu en 73%. Comme les Français disent, 73%. Et vous avez la majorité écrasante au niveau du Parlement. Vous ne sentez pas que c'était facile pour toi, ne fût-ce que de ramener ces torchons au Parlement et de faire semblant de respecter cette fameuse procédure et finalement de se couvrir pour dire que vous avez fait la procédure telle qu'exige cette constitution. Quand on sait que votre caisse de résonance chantait déjà et félicitez déjà avant que vous puissiez signer cette fameuse accord, cette fameuse convention. Et finalement après, quand nous leur posons la question, vous jubilez parce qu'il y a un accord. Les États-Unis promettent la paix en République du Congo. Mais quelles sont les clauses? Ils vont nous dire carrément, en tout cas, nous n'en avons pas encore lu. Mais nous attendons aussi. Mais qu'est-ce qui fait que vous puissiez déjà être très content? Vous n'avez pas encore lu. Donc, ils étaient déjà contents que cet accord soit annoncé et non soit lu. Et aujourd'hui, l'accord est signé. Nous avons lu et on s'est rendu compte qu'il n'y a rien de nouveau. Sauf que le Rwanda vient d'obtenir ce qu'il a toujours cherché, c'est-à-dire la même mise sur nos richesses. Et finalement, le Rwanda va avoir, n'est-ce pas, presque un prix Nobel. Parce que moi, je me suis posé la question déjà depuis longtemps. Pourquoi l'Ouganda doit être sanctionné et que le Rwanda doit être épargné quand nous savons que la guerre à Kisangani de 6 jours, c'était l'Ouganda contre le Rwanda. Ça, je n'ai jamais compris. C'est aujourd'hui que je comprends que le Rwanda est toujours protégé. Le Rwanda a toujours bénéficié de cette protection. C'est aujourd'hui que je peux conclure que le Rwanda sort vainqueur. Que le Rwanda nous a encore typé une fois de plus. Moi, c'est ce que je comprends. À ceux-là qui soutiennent Félix Tshisekedi et son accord, cessez de nous inciter, cessez de nous menacer. À nous autres, je demande à tous les Congolais, je ne sais pas, j'ai entendu, je ne sais pas si c'est vrai que Martin Fayulu aurait lancé un message. Après avoir été reçu par le chef de l'État, il aurait lancé un message. Vous savez, même Messi, Ronaldo, Cristiano, Messi, s'il accepte l'argent de l'équipe adverse, même s'il est un bon joueur, sur le terrain ces jours-là, il va foutre. Parce que c'est un problème de conscience. Tout celui qui trahit ne mange pas, il ne finit pas l'argent comme l'argent perçu en titre de récompense sur la trahison. Pour preuve, Judas n'a pas bouffé l'argent qu'il a vendu Christ. Donc Martin Fayulu, tu nous as découragés parce que tu es allé voir le chef de l'État par plaisir. Comme j'ai toujours dit, toi tu es un joueur de dames qui aime jouer plus depuis qui perd gagne. Donc pour toi, si tu perds, tu as gagné. Or, nous savons qu'il faudrait jouer les vrais jeux de départ. Merci beaucoup. Voilà, merci. Nous attendons, nous vous laissons. Nous attendons la concrétisation. Nous attendons le respect mutuel de bonne foi de vos accords. Et avec votre juge qui est rempli de mauvaise foi, Donald Trump, je ne pense pas. Allez, merci à tout le monde. Et voilà, merci.